c'est une image qui fait partie d'une série. Cette série s'appelle les clairières. Et en somme, je vais en forêt et je réinvente des clairières, donc des fausses clairières, à l'aide d'une lanterne chinoise, donc qui va faire une lumière sur 360 degrés. Et après, en post-production, je fais suffisamment d'images pour pouvoir faire disparaître l'origine de ma lumière. Donc je garde juste ce halo qui est extrêmement intriguant. C'est une question terrifiante. Ça a commencé très tôt, vers 13-14 ans. Voilà, et puis ça s'est enchaîné en passant par des échecs scolaires, une difficulté à être à l'aise avec le cursus normal. Ensuite un apprentissage pendant 2 ans, un travail chez un photographe publicitaire où j'ai appris beaucoup de choses, et puis je me suis installé à mon compte en 84. Voilà, donc travail d'architecture, beaucoup photographie d'architecture, et puis j'ai toujours mené, parce que j'étais passionné par ça, un travail de photographie personnelle. À l'époque c'était plus du paysage, et aujourd'hui c'est toujours du paysage, mais c'est aussi beaucoup un travail en studio, en atelier, de choses issues de la nature. Alors ça s'est super mal passé parce que c'est ma mère qui m'avait donné un appareil photo, ça s'appelait un Kinax, c'était un 6.9. L'appareil photo avait un soufflet crevé. Elle me disait mets-toi sur B, B comme beau temps. Et j'ai fait toutes les photos ce jour-là avec l'appareil, le soufflet crevé et en pose B, à main levée bien sûr, en plein jour. Voilà, ça s'est mal passé. Alors chronologiquement, moi je pense sur professionnellement, j'ai été parmi les derniers à passer au numérique parce que je bossais en 4-5 inch, je bossais en 6.9 à minima pour des clients, et je trouvais que le numérique, il faut savoir qu'à l'époque chez Nikon on avait un 12 millions de pixels, c'était pas non plus jojo, et sinon il fallait casser sa tirelire avec un 22 millions de pixels à 25 000 € chez Leaf, et c'était très compliqué. Oui, bon, pionnier, ça fait un peu... déjà, ça fait vieux. Et prétentieux aussi. Mais j'ai essuyé pas mal de plâtre avec des fabricants de matériel photo, des découvertes. Tout d'un coup, on se rend compte le fameux 28 mm Rodenstock paru à la Photokina machin ne permettait pas de faire une mise au point une fois sur deux. Donc, voilà, à partir de là, il y a eu un rapprochement avec Arca, et puis ils ont créé leur première RM 3D, qui a permis enfin d'avoir des images nettes. Avec Arca, c'est une superbe entreprise, parce que d'abord elle est familiale, et elle fait des super produits. Voilà, avec les défauts d'une entreprise familiale et les qualités aussi, bien sûr, qualité humaine, bien sûr, avant tout. Je pense que c'est l'un des tout premiers modèles qu'ils ont arrêté très rapidement, mais qui a des inconvénients, mais je trouve qu'il y a surtout des avantages. Il y a des entrements possibles qui sont assez intéressants. Voilà, après c'est une RM 3D, après il y a une évolution de la RM 3D, on tourne un peu en rond après, je pense, oui. Alors pour moi elle était au point parce que j'ai quand même bossé avec pendant, je crois, au moins 7-8 ans. Oui, ça a toujours fonctionné, et du jour où je suis sorti, il y a une fois ou deux on a refait un réglage parce que j'ai changé de dos aussi. Mais non, ça a fonctionné jusqu'il y a un mois. On est vraiment dans un truc que je trouve assez incroyable en termes à la fois de chromie et d'ambiance. On a l'impression qu'il y a tout un travail de presque cinématographique sur ce projet. Et ça fait 4 ans que j'essaye de retourner sur ce lieu pour continuer ce travail, et c'est impossible. J'ai jamais retrouvé cette ambiance. Ça s'appelle Derrière les arbres, c'est un tiré d'un poème de Philippe Jacotet. Voilà. Après, c'est un peu en vrac, c'est mélangé. On a ici alors attends voir.
Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est des épreuves de lecture. Alors celle-là, elle est isolée parce que, voilà, normalement c'est un diptyque qui se passe comme ça. C'est une série je crois, d'une dizaine d'images qui s'appelle La Limite, qui est tout un travail sur le végétal, justement qui commence à partir en vrille et qui perd de sa superbe et qui devient autre chose. Donc c'est tout ce passage aussi qui pour moi est très important dans l'ensemble de mon boulot, qui est d'explorer justement tous ces territoires et quand les choses basculent. Babel, c'est des intérieurs de pots de fleurs photographiés. Voilà, c'est tout simple. On a tout ça à la maison, chez soi. C'est un peu plus que des petites fleurs, c'est comme une espèce de portrait, c'est un triptyque qu'il faut voir certainement en grand parce qu'il fourmille de détails. C'est ma mère qui a 94 ans qui depuis des années s'occupe de sa véranda et ramasse des fleurs de géranium qui sont fanées. J'ai trouvé ça très très beau. Elle les dispose dans un plateau et pendant une semaine j'ai photographié ce plateau avec des étapes. Il y a un verre cassé, il y a un mouchoir, il y a un frelon qui est venu. Enfin voilà. Pour moi c'est presque un portrait. Ça c'est tout c'est un projet d'une douzaine de planches. J'ai eu la chance de rencontrer une dame dont le mari était, je crois, garde forestier, et il a récupéré des encriers dans des tranchées. Donc, c'est des encriers qui ont servi, tranchées de 14-18, c'est donc des encriers qui ont servi à écrire des lettres. Et quand on sait le contenu de ces lettres et le sort de ces personnes, moi je trouve ça très, très émouvant. Après on est sur des diptyques, on est à la fin de l'automne, le jardin perd de sa superbe, c'est comme le bouquet de fleurs tout à l'heure, c'est à partir de quel moment on va jeter les choses, à partir de quel moment le jardinier vient couper les fleurs et on bascule dans l'hiver. Donc quelque chose qui n'est plus esthétique pour nous dans notre culture. Voilà, donc il y a aussi tout un travail là d'éclairage qui est beaucoup plus marqué que dans les clairières, puisqu'on a des ombres, on est plus théâtralisé. On voit que les clairières c'est aussi pas mal théâtralisé. Là on a toujours les clairières. Ça c'est un diptyque que j'aime bien parce qu'il montre bien comment je travaille avec le paysage. Contrairement à ma photographie professionnelle où on est vraiment dans la communication, du ciel bleu, etc. Là, je travaille depuis des années justement sur cet aspect où il n'y a pas de ciel bleu, il y a même rarement du ciel, il n'y a pas de soleil, et ça c'est des photos qui sont faites sous la pluie. J'aime bien cette dimension, il y a une part de mélancolie aussi qui est... Alors là on est sur des portfolios, c'est des épreuves de lecture. Faut savoir que ça on tirait sur du 70 par 100. Donc on rentre dans le paysage et il y a une toute autre dimension de lecture, d'approche. Autant j'aime bien et de plus en plus les paysages qui sont petits, presque sous forme de miniatures, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, ça, c'est trop petit pour goûter à toutes les subtilités. Pareil, c'est fait sous la pluie dans des conditions un peu difficiles. Je suis aussi sur un escabeau. Je suis à 2 mètres, 3 mètres du sol. C'est important pour moi de m'affranchir aussi de tous les premiers plans. Ça me fait toujours penser à cet effet en voiture où on roule sur une route, on voit un paysage fabuleux et on s'arrête pour faire une photographie et puis c'est nul. Et on remonte dans sa voiture, on n'a pas fait la photo. Là c'est un peu pareil. Et j'ai trouvé une solution qui consiste à m'élever, pas de beaucoup, mais à prendre une autre perspective dans le paysage et justement à être plus à l'intérieur. Et ce que je trouve très intéressant, c'est tout ce qui se passe dans ces plans. C'est pas tant l'image et les premiers abords, c'est vraiment cette lecture, cette profondeur.
Alors ça on est sur de la bichromie, sur un boulot de... tu sais, ces neiges au printemps qui durent 4 minutes, voilà. Il y a des pâquerettes en fleurs et il y a cette neige qui tombe et voilà, j'ai fait ces images avec un objectif tout simple, tout bête. Moi je suis tout simplement passé sur un Fuji GFX, le dernier qui est sorti. C'est le même capteur qu'il y a chez Phase One, c'est un 50 millions de pixels, et chez Blade aussi. Et ça me convient très très bien, c'est-à-dire que j'ai revendu trois parcs d'équipements photographiques, donc du D800, du Mamiya, une RM3D avec 6 ou 7 optiques. Et je travaille aujourd'hui plus dans un esprit qui est beaucoup plus souple, un peu comme un 500 cm, avec un 80 mm et un grand angulaire et un petit télé, quoi. Donc j'ai réduit mon parc de matériel et ça correspond assez bien à mon activité. En plus, sur mon activité personnelle. On n'est pas sur un moyen format comme Phase One, Leaf a pu faire, ou Hasselblad, bien que ce capteur équipe aussi un dos Phase One. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de réduire mon parc de matériel, que ce soit avec Arca, la RM3D en architecture. Alors certes, ici, en architecture, c'est un peu plus délicat, il faut trouver d'autres solutions. Et puis, j'espère qu'ils vont sortir des optiques à décentrement. On peut déjà, via des adaptateurs, monter des optiques Canon et autres, avec des platines de décentrement. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec un matériel comme ça, on a une ergonomie de D800, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en ambiance à 1200, 3000 ISO, à pleine ouverture, avec des optiques qui sont... une optique en tous les cas pour l'instant, le 120 macro qui est stabilisé. Et c'est juste fabuleux. On est sur un moyen format et on bosse au 1/20e, 1/30e de seconde, avec des images qui sont... je suis ébahi par la qualité. Ensuite, moi pour mon activité personnelle, j'ai un 32-64, c'est l'équivalent, entre guillemets en 24-36 d'un 25-50. C'était pile poil les optiques que j'utilisais, puisque je suis entre les deux. Et chose curieuse, c'est excellentissime, c'est dans les angles c'est bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter, à partir de 11 c'est exceptionnel. Et puis voilà, le boîtier il est compact, j'ai l'impression d'avoir un 500 cm avec juste ce qu'il me faut, une optique, un boîtier, une batterie, une carte, et je me balade en forêt, c'est juste top. En somme, je partais avec un D800 faire des photos d'archi, je partais avec la RM3D, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des limites qui sont atteintes avec la RM3D de par des possibilités de cadrage. Et puis en discutant avec plein de photographes d'architecture, on se rend compte que beaucoup travaillent aussi avec un complément de 24-36. Aussi parce que le 24-36 a rejoint la qualité, non pas rejoint et dépassé, mais rejoint et se rapproche d'un dos numérique. Tout dépend de l'usage que l'architecte va faire et quand on sait que c'est en partie des vignettes ou un bouquin en édition en offset, bon. Alors je suis passé du jour au lendemain de l'argentique, c'est-à-dire d'une chambre 4.5 pour mes clients, une chambre 25 pour mes travaux personnels, à 0. J'ai juste gardé un relais flex des années 60, je crois. Je crois même il est plus vieux que ça. Et je suis passé de l'argentique au numérique, directement. Parce que je me suis rendu compte aussi, même avec à l'époque un Aptus 22 qui est délivré que 22 millions de pixels, d'une possibilité incroyable de rendu, moi qui me convenait très très bien. J'ai refait des comment on appelle ça, quand tu déposes l'objet sur le papier, en labo noir et blanc, ce que Man Ray faisait, des rayogrammes avec mon fils.
j'ai retrouvé l'odeur du papier, des produits chimiques, cette image qui se révèle, ça c'est juste fabuleux. Voilà, c'est les regrets que j'ai, oui. Mais je prends un énorme plaisir, j'ai une Epson qui a remplacé mon agrandisseur, en partie, et pour moi c'est tout aussi jouissif que d'avoir cette image qui apparaît par à-coup et qui se révèle, qui quitte la phase de l'écran du disque dur pour apparaître dans quelque chose de tactile, sur des papiers, des purs cotons, et oui, j'ai pas de frustration particulière, quoi. L'absence de lumière, c'est un début d'expérience qui est un peu scabreux et qui s'est mal passé. C'était l'idée de travailler avec pas du tout de lumière en photographie, ce qui est une ineptie totale. Et j'ai dû ramener un tout petit peu ce qu'on pourrait comparer à une lumière extrêmement précise qui pourrait être imagée par les lames d'un parquet dans un grenier qui laisse juste passer la lumière de l'étage au-dessus. Et en somme, on obtient ça, et c'est une série de 12 images qui s'appelle Le Jardin de Minuit, qui est un travail sur des arbres fruitiers dont j'ai récupéré les fleurs, les branches dans mon jardin. Le Jardin de Minuit, c'est d'abord tiré d'un bouquin pour enfants qui s'appelle Tom et le Jardin de Minuit, qui est basé sur l'idée d'un possible après les 12 coups de minuit, d'une histoire envisageable. Et c'est tout un travail qui est beaucoup sur la pénombre, dans un format qui est réduit, qui va obliger le lecteur à se rapprocher. Et chaque fois que je peux exposer ces images, je me rends compte que les gens ont le nez collé dessus parce qu'il y a des insectes qui se baladent, là il y a des têtes de poissons, il y a plein de choses qui sont là, qui sont présentes. Et voilà, le Jardin de Minuit. C'est continuer à faire ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, bon, avec passion, c'est un peu prétentieux, mais le faire avec d'autres gens aussi, c'est peut-être travailler avec des graphistes, travailler avec des gens qui font du web, travailler avec des gens qui font de la vidéo, de proposer un service qui est un service plus issu d'un collectif de compétences, d'un pôle de compétences. Voilà, ça, pour moi, je pense que c'est une partie de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a des photographes qui ont moins de 30 ans, qui font tout, qui font ce que tu fais, de la vidéo, qui font du montage, qui font du son, qui font du site web, qui font le tout avec du drone, et de la photographie aussi. Et finalement, on se rend compte que ils sont bons partout, mais ils sont surtout mauvais partout. Et je dis pas que c'est une généralité, c'est un peu méchant de ma part, mais moi je suis tout simplement photographe et j'adore ça, et je sais le faire, et j'ai pas envie de... Voilà, je vais avoir 55 balais d'apprendre à piloter un drone. Enfin, ça m'excite pas du tout, quoi. Aujourd'hui, ce qui m'émeut le plus et m'inspire le plus, c'est certainement la peinture, mais d'une manière générale. Peut-être un peu de la musique aussi, certainement. J'ai plus de bouquins d'architecture dans ma bibliothèque que de bouquins de photographie. Donc ça a toujours été comme ça. Voilà. Le design me passionne. Discuter avec un jardinier, ça me passionne. Enfin, je préfère être sous d'autres influences. J'ai acheté le bouquin d'Éric Poitvin. Je trouve ça génial. Je regrette de l'avoir acheté parce que je me sens super proche de lui et de lui, de son travail, de ses thématiques. Et on retrouve plein de choses communes. C'est assez fabuleux. Voilà. Et quelque part. Mais c'est comme ce photographe allemand Blosfeld. Voilà, souvent quand je présente mon boulot, quand je travaille beaucoup sur la série, par rapport au végétal, les gens me disent « Ah oui, ça fait penser à Blosfeld, etc. » Alors ça pourrait être le cabinet de curiosité, ça pourrait être la Wunderkammer, la chambre merveilleuse en allemand. Et pour moi, c'est une espèce de matériothèque émotionnelle. Ce qui me permet, c'est des choses que j'ai ramassées en me promenant. Mes enfants l'ont nourri aussi.
en ramassant eux-mêmes des choses, des cailloux. Tu sais comment sont les enfants, hein, pendant les vacances en Bretagne. On fait 1000 km et on revient avec un coffre complètement pourri d'odeur. Ben voilà, moi j'ai continué à ramasser des choses et aujourd'hui je les utilise dans mes photos, dans le jardin de minuit. C'est là où je viens puiser des choses qui viennent nourrir mes images. Et puis c'est le plaisir de l'objet. Il y a une phrase assez belle qui est une main qui se ferme sur un caillou et qui s'ouvre sur un trésor. Je trouve que ça résume assez bien ce travail, cette collecte. Des os à moelle, j'aime bien manger et je les récupère depuis des années, j'en ai fait des travaux et j'estime que mes travaux sont terminés sur les os à moelle, mais je continue à les garder. Voilà. Une tête de thon, c'est peut-être pour me souvenir de la tête du poissonnier qui était assez effrayé, ou des fruits, des déchets industriels récupérés au fond qui ressemblent à des coraux. Aujourd'hui, avoir la capacité de revendiquer un univers. Et l'univers, c'est ce qui est de plus dur à créer. C'est pas juste faire une bonne image. Ça, il y en a des millions qui tombent tous les jours sur Internet. C'est d'être dans la continuité d'un travail, d'une série, deux séries, de choses qui s'imbriquent et qui créent justement cet univers. J'ai la chance d'arriver à travailler très vite sur mes boulots perso. Et je les réalise d'une manière rapide et j'aimerais pouvoir m'immerger plus sur des sujets. Donc peut-être à un moment donné ça veut dire faire une résidence, ça veut dire m'immerger dans un paysage. D'ailleurs tu le verras, mon travail il est vraiment axé sur un paysage qui m'environne. Je prends pas l'avion pour aller vers une destination dans un pays et du coup j'aimerais me confronter à ça. Ouais.